Mesdames, Messieurs, une fois encore, bonsoir et merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinox Télévision. Confusion totale à Boya, dans la région du sud-ouest Cameroun, ce vendredi en fin de matinée. De violents affrontements ont opposé l'armée aux rebelles sécessionnistes. Selon notre correspondant local, le chef-lieu de la région du sud-ouest se vide de ses populations à la suite de l'escalade de tensions survenues précisément dans les quartiers Maï 16, Maï 18. Il faut préciser que la gare routière de Boya est bondée de monde. Les populations tentent de rejoindre la ville de Boya. Pour l'instant, c'est un calme de Douala plutôt. Pour l'instant, c'est un calme précaire qui règne dans la ville de Boya, l'armée ayant réussi à mettre hors d'état de nuire les séparatistes. Un peu plus tôt, un homme en tenue a été assassiné du côté de Moyoka, alors que le corps sans vie d'un civil a été retrouvé en bordure de la route du côté de Moutengene, à Limbé, toujours dans la région du sud-ouest Cameroun. Et faisons à présent un zoom sur le quotidien des réfugiés camerounais au Nigeria. Beaucoup d'entre eux affirment vivre des moments difficiles depuis leur départ du Cameroun à cause des affrontements entre l'armée et les séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun. Davison Maimo, Julien Bartebissaï. Affamé depuis des semaines, ce sexagénaire reçoit de quoi mettre sous la dent. Comme lui, ils sont nombreux, ces réfugiés camerounais au Nigeria, à vivre cette situation. Dans leur immense majorité, ces réfugiés contestent l'initiative prise par le gouvernement camerounais de récolter les milliards de francs CFA en leur nom. Le gouvernement camerounais apporte de la nourriture aux réfugiés qu'il a lui-même chassés de leurs villages respectifs. Nous n'allons pas recevoir leur nourriture. Pourquoi ne pas retirer les soldats qui sont répandus dans nos villages? Nous ne sommes pas du tout prêts à accepter cette nourriture de Paul Biya. Moi particulièrement, mon fils a été fusillé et depuis, je n'ai pas de ces nouvelles. S'ils veulent nous apporter à manger, qu'ils fassent d'abord la paix. Cette nourriture ne vient pas du cœur. Quand nous voulions la liberté, ils ne nous l'ont pas donnée. Les conditions de vie dans ce camp sont insoutenables. Désespérés et exaspérés par une vie infernale en territoire nigérian, les réfugiés camerounais appellent la communauté internationale au secours. Nous voulons que les États-Unis interviennent et disent quelque chose au sujet de notre liberté. Nous allons continuer à vivre ici au Nigeria et comme des réfugiés. Cela jusqu'à l'intervention des Nations Unies dans cette affaire. Selon ces réfugiés, tout porte à croire que le gouvernement n'a fait aucune approche consensuelle avec eux avant de lancer le plan d'assistance humanitaire. Ayoub Tabé et les autres personnes interpellées au Nigeria et détenues à Yaoundé se portent plutôt bien. C'est le constat que font leurs avocats au terme d'une de leurs rencontres. Cependant, ils ont dénoncé cette longue mise aux arrêts de 6 mois et annoncent l'ouverture d'un procès dans les tout prochains jours. Les précisions dans ce reportage de Joël Sengue et de Gizogo. Longtemps gardés au secret depuis leur arrestation au Nigeria et leur extradition au Cameroun, les premières nouvelles d'Ayoub Tabé Sissikou, président autoproclamé de l'Ambazonie et de ses compagnons, sont enfin rendues publiques. Des avocats du cabinet Mouna ont pu avoir accès à eux. La rencontre a bel et bien eu lieu, mais voilà, ces personnes ont été rencontrées avec 5 mois et demi de retard. Ils auraient pu être vus déjà un peu plus tôt. De leur constat, ils sont apparemment en bon état physique. Physiquement, il n'apparaît pas qu'ils aient subi quelques traumatismes physiques que ce soit. Ils avaient l'air d'être plutôt apparemment en bon état de forme. Leur morale, à en croire les avocats, est aussi bon, même s'ils le pensent atteint. Quant au moral, qui que nous soyons, nous pouvons imaginer qu'après 6 mois de mise au secret, sans aucun contact avec l'extérieur, sans rencontrer personne, sans voir même simplement l'extérieur, la lumière du jour, ils doivent nécessairement, au-delà de ce qu'eux-mêmes peuvent penser, être atteints. Il n'empêche, les avocats dénoncent une entorse à la loi qui a permis de garder aux arrêts Ayoub Tabé et compagnie en instrumentalisant le renouvellement de la garde à vue de 15 jours. En général, quand il y a un renouvellement, il y en a 2 maximum, selon certaines conditions. Or, la loi, en l'occurrence, ne prévoit pas le nombre de renouvellements. Et de fait,
Il apparaît qu'ils ont fait l'objet de plusieurs renouvellements consécutifs, qui ont donc couvert l'intégralité de la procédure. Donc tous les 15 jours, vous aviez un renouvellement du délai de la garde à vue. Au sujet de la suite de la procédure dans cette affaire, les conseils du cabinet Mouna estiment que la phase policière étant terminée dans ce dossier, les audiences devraient s'ouvrir bientôt devant le tribunal militaire. Ce dossier est arrivé à la phase ultime dans les derniers jours de la phase policière, puisqu'on était encore dans la phase de police et de gendarmerie. Ce qui veut donc dire que très rapidement, on va sortir de la phase policière pour entrer dans la phase judiciaire. Dans les tout prochains jours, que très rapidement, le dossier devrait être transmis au tribunal militaire pour le début des audiences. En définitive, les avocats refusent de s'hasarder sur ce qui pourrait être leur ligne de défense lors de ce procès et n'excluent pas qu'une option extrajudiciaire puisse intervenir dans ce dossier. Dans le reste de l'actualité, l'Agence des normes et de la qualité à l'épreuve de la crise anglophone et de son arrimage à la nouvelle loi portant statut général des établissements publics au Cameroun. Ces préoccupations viennent d'être débattues par l'administrateur avec le ferme engagement de faire de la Nord une structure compétente et performante. Plus de précisions dans ce reportage de Marcelin Gansop. Le 12 juillet 2018 marque la fin de la période transitoire accordée aux entreprises et établissements publics pour se conformer à la nouvelle loi. Cette loi qui porte statut général des entreprises et établissements publics inaugure une nouvelle ère, celle de la gestion basée sur les résultats. L'Agence des normes et de la qualité n'a d'autre choix que de s'y conformer. Cette loi qui vient ainsi abroger un texte vieux de 18 ans privilégie la logique de performance dans la mesure où elle consacre la gestion axée sur les résultats des ressources publiques avec l'introduction du budget programme. En d'autres termes, c'est la fin de la gestion basée sur les moyens. Nous avons désormais l'obligation de mettre l'accent sur la performance. Cette mise en conformité exige de la part de tous les acteurs un engagement et un sens élevé de responsabilité. La faiblesse des maillons de la chaîne pouvant plomber les résultats escomptés. C'est pour cette raison que le contrôleur financier et l'agent comptable doivent pleinement jouer leur rôle, contrôler la régularité des opérations financières et la sincérité des états financiers pour le premier et contrôler la régularité des autorisations de recettes et de paiements ordonnées par le directeur général pour le second. Cet appel concerne également les représentants de nos deux tutelles techniques et financières au conseil d'administration. Ils doivent répercuter fidèlement et de vive voix les orientations de leurs différentes hiérarchies lors des sessions du conseil. Il s'agit ici de façonner un travail collectif pour plus d'efficacité. Une efficacité et une performance d'autant plus recherchées que la Nord subit de plein fouet les affres de la crise anglophone. Et ce sont les consommateurs qui trinquent. L'insécurité générée par la crise anglophone dans les régions anglophones ne facilite pas l'accomplissement des missions de l'Agence des normes et de la qualité dans ces régions frontalières. Le respect des normes et la qualité des produits proposés aux consommateurs n'est pas absolument garanti. En dépit de ces qualités, nous devons maintenir la dragée haute pour un retour à la paix dans cette partie du pays. Les travaux se sont achevés sur une note positive concernant l'Organisation africaine de la normalisation, dont le directeur général de la Nord, Charles Boto Angon, vient d'hériter de la présidence tournante. À peine déposé sur la table des députés à l'Assemblée nationale, le projet de loi sur les activités physiques et sportives suscite déjà la controverse. L'Association des clubs de football amateurs déplore de nombreuses insuffisances et décrit une ingérence criante de la FIFA. Des précisions avec Guizot. Le projet de loi visant le changement de l'actuelle loi sur les activités sportives et physiques au Cameroun passe mal pour l'association des clubs de football amateur du Cameroun, ACFAC. Cette association l'a exprimé au cours d'une conférence de presse à Yaoundé. Elle estime qu'il est difficile de justifier l'opportunité de changer la loi actuelle. Nous n'arrivons pas à justifier l'opportunité et surtout
la détermination à vouloir la changer dans la mesure où, jusqu'ici, cette loi n'a posé aucun problème à personne. Selon la CEFAC, il s'agit de la volonté de tuer la justice neutre qui gouvernait jusqu'ici le football au Cameroun. Que cette loi qui, jusqu'ici, garantissait aux sportifs nationaux une justice neutre de proximité, aujourd'hui, on veut tuer cette justice-là pour ne laisser que celle-là qui demandera des moyens colossaux. Pire, ajoute la CEFAC, la nouvelle loi, si elle était adoptée en l'état, va consolider le pouvoir illimité des dirigeants à la FECAFOOT. Le pouvoir illimité des dirigeants fédéraux qui était quand même contenu dans cette ancienne loi par souci d'équité va voler en éclats et va laisser les acteurs à la merci de ces dirigeants-là qui pourront à l'avenir faire ce qu'ils voudront. Finalement, soutient la CEFAC, l'article 4 des statuts de la FECAFOOT, honni par la quasi-majorité des acteurs du football, notamment la question des corps de métier, revient subrepticement avec la nouvelle loi. L'article 4 qui a fait l'objet de beaucoup de contestations et qui a entraîné l'annulation du processus électoral à la FECAFOOT, peut-être qu'on ne se rend pas compte, cet article 4 est en train de revenir. La FIFA avait instruit à l'époque la fédération de tout mettre en œuvre pour mettre à l'écart la participation des personnes physiques dans les assemblées de la FECAFOOT. Mais pensez-vous qu'en introduisant les syndicats, on sera à l'abri de cette réalité-là? Nous ne pensons pas. Il ne fait donc aucun doute pour la CEFAC que la loi actuelle reste la meilleure. Cette association dénonce donc au passage l'ingérence de la FIFA dans les affaires sportives, voire politiques au Cameroun, et annonce qu'elle va entreprendre des actions auprès des parlementaires pour le retocage de ce projet de loi. Dans un tout autre registre à présent, le courage et la bravoure des défenseurs de l'environnement vient d'être reconnus et salués à Yaoundé, eux qui militent au quotidien pour la protection des populations contre l'accaparement de la terre et le pillage des ressources naturelles. C'était au cours de la clôture du projet Verdict le respect des droits de l'homme dans le bassin du Congo. Marcelin Gansop, Emmanuel Diop. Dur d'aborder la casquette de défenseur de l'environnement. La mise en œuvre du projet Verdi a fait voir des vertes et des pas mûres aux acteurs qui étaient concernés. L'exemple édifiant de Joseph Mbolo qui s'est déployé dans la Haute-Sanaga, région du centre. J'ai eu des difficultés avec les autorités administratives qui m'ont arrêté dans le cadre du projet agricole chinois. Donc on avait attribué des terres aux Chinois, plus de 6 000 hectares, et je m'étais opposé à ça. Parce que les chefs se plaignaient, les villageois se plaignaient, les notables se plaignaient. Et ça a donc fait que, bon, quand je me suis mis sur ça, ils m'ont arrêté et ils m'ont gardé en prison pendant presque 4 mois. Mais ce combat et ces humiliations n'ont pas été vains, puisqu'à l'heure du bilan, le projet Verdi, conçu et mis en œuvre par le Centre pour l'environnement et le développement, revendique des acquis importants. Verdir, le mot est tout à fait trouvé. Il s'agit de rendre la situation un peu verte. Parce qu'au fond, on part du principe que globalement, il y a un certain nombre d'entraves à la protection, à la promotion des droits de l'homme dans l'espace bassin du Congo. Et dans ce contexte, les grandes menaces portent sur les droits économiques, sociaux et culturels, notamment les droits qui portent sur la terre, la protection des ressources naturelles, la promotion des droits des communautés. Des résultats rendus possibles grâce à l'accompagnement dont les défenseurs de l'environnement ont bénéficié, notamment de la part de jeunes juristes pour qui c'était également une bonne expérience. On a essayé de renforcer les capacités de les ONG locales, de les accompagner et de faire en sorte qu'ils sont assistés juridiquement quand ils ont besoin de nous. Très satisfait parce que c'était learning by protecting, donc on a appris, on a aussi aidé à protéger les gens. C'est grâce au Centre pour l'environnement et le développement qui est venu à mon secours en m'apportant un avocat, et ça a permis à ce que j'ai gain de cause. Et la justice m'a blanchi et aujourd'hui je suis libre. Ce sont une dizaine de défenseurs de l'environnement qui se sont déployés sur divers fronts de la lutte contre l'accaparement des terres, la pollution, le braconnage et autres exploitations illégales des ressources forestières. Ça n'a pas toujours été facile, mais ces défenseurs des droits de l'homme ont tenu bon
Et c'est logiquement qu'au moment de clôturer le projet Verdi, les uns et les autres ont reçu des prix d'encouragement pour leur contribution significative au respect des droits de l'homme dans le bassin ô combien agité du Congo. Et en posture d'invité de ce journal, je reçois sur ce plateau Asiga Eyene. Bonsoir. Bonsoir Nadine, bonsoir également à tous les fidèles téléspectateurs de Equinox Télévision. Je rappelle que vous êtes chef du projet du Salon de l'Action Gouvernementale, en abrégé SAGO. Donc vous êtes là ce soir pour parler de la 7e édition placée sous le thème Cameroun sur le chemin de l'émergence, politique publique, rien de réalisation et implication des citoyens. Alors quel bilan faites-vous du SAGO 7 ans après sa mise sur pied? Eh bien, merci Nadine. Je voudrais d'abord remercier Equinox Télévision de m'avoir invité pour continuer à parler de ce projet, de cet événement républicain. Quel bilan faisons-nous 7 ans après? Je pense que les chiffres parlent d'eux-mêmes. C'est un événement qui a démarré timidement en 2012 avec moins de 10 participants. Une centaine de visiteurs, et aujourd'hui nous sommes à plus de 300 participants en termes d'exposants et à plus de 70 000 visiteurs chaque année. Donc pour nous, ce sont des indicateurs qui prouvent qu'il y a un intérêt derrière. Vous savez, le SAGO est une plateforme républicaine, c'est-à-dire qui réunit les gouvernants des gouvernés, parce qu'en fait, ce sont des partis qui, entre guillemets, se regardent en chien de faïence, c'est-à-dire les gouvernants pensent qu'il faut toujours ou tout le temps critiquer ce que les gouvernés, les gouvernés critiquent les gouvernants et vice-versa. Donc, or, il était question pour nous de rassembler ces deux partis pour qu'on puisse avancer. Vous savez, lorsque nous plaçons l'édition de 2018 sous le thème de politique, en tout cas Cameroun sur le chemin de l'émergence, politique publique, grande réalisation et participation citoyenne. En fait, c'est un constat. C'est un constat parce qu'aujourd'hui, le président de la République qui a, dans le cadre de sa vision, parlé de l'émergence, de faire du Cameroun un pays émergent à l'horizon 2300. Nous pensons que c'est un concept. C'est un concept qui n'est pas démocratisé. N'est pas démocratisé parce qu'en fait, les pouvoirs publics n'ont pas vendu cela, n'ont pas correctement vendu cela aux populations. Or, c'est une vision et il faudrait bien que les populations s'approprient la vision du président de la République. Et cela passe bien évidemment par la communication, parce qu'en fait, si vous voulez que les populations sachent où vous allez, il faut communiquer davantage. À quel niveau ce projet impacte sur l'action gouvernementale? Ok, à quel niveau? Je pense que c'est à un niveau d'où, premièrement, vous savez, le gouvernement a l'obligation de communiquer. Ça rentre dans le cadre de ces missions régaliennes. Et un événement comme le SAGO qui vient en appui, qui est une plateforme qui vient en appui pour justement faire passer les populations du statut de sujet au statut d'un citoyen. C'est-à-dire un citoyen, c'est celui qui est informé, c'est celui qui sait ce qui se passe, c'est celui qui a une certaine connaissance de ces institutions républicaines. Donc pour nous, c'est un point important. Et l'autre point également, le Cameroun étant un État démocratique, donc qui a l'obligation de rendre compte aux populations. Vous voyez? Donc depuis 2012, nous avons su intéresser les populations sur ce que le gouvernement fait, sur les politiques publiques. Nous avons amené les populations à faire également des suggestions. Vous savez, depuis pratiquement 3 ans, nous avons les partenaires au développement, notamment la Banque mondiale et d'autres partenaires au développement qui accompagnent le Cameroun, qui également ont décidé d'accompagner le SAGO, tout simplement parce qu'en fait, ces partenaires au développement veulent se rassurer que l'argent qu'ils mettent au Cameroun profite effectivement aux populations, en écoutant les populations, en essayant de mener des études si les politiques publiques sont adaptées aux besoins des populations. Vous savez, la tradition, je veux dire, la définition traditionnelle des politiques publiques, c'est le fait pour l'État de faire ce qu'il veut. Or, cette définition, elle est dépassée parce qu'en fait, l'État n'est plus la seule partie prenante dans le cadre de l'élaboration des politiques publiques. Il y a les populations qui sont impliquées parce qu'en fait, je parlais tout à l'heure d'avoir leur assentiment. Si vous construisez par exemple une école dans un village qui n'a pas plus de 10 jeunes qui vont à l'école, je crois que c'est peine perdue. Donc, il faut d'abord
se rapprocher des populations, comprendre leurs besoins avant d'élaborer ces politiques publiques. Donc, oui, d'accord. Et à quelques jours du lancement de la 7e édition du SAGO, quel est l'état des lieux des préparatifs? Eh bien, les préparatifs vont très bon train. Vous savez, c'est la 7e édition et en événementiel, les éditions ne se ressemblent pas. Donc, il faut chaque année apporter quelque chose de nouveau. Ça fait 1 an que nous préparons parce qu'en fait, après un SAGO, le lendemain, nous rentrons dans l'organisation de l'autre SAGO. Et donc, nous avons tenu des concertations avec les partis, avec le secteur privé, les organisations patronales. Nous avons des entreprises qui viennent également de l'étranger, qui viennent participer à cet événement. Mais le cœur même de l'événement, c'est-à-dire les pouvoirs publics, le Premier ministre du gouvernement a instruit depuis quelques mois des réunions interministérielles au niveau de la primature pour que le gouvernement puisse mieux s'organiser, contrairement aux éditions précédentes, pour donner à voir et surtout à entendre aux populations qui viendront. Donc, je peux vous rassurer que les préparatifs vont très bon train. Le SAGO s'ouvre le 24 du mois prochain, c'est-à-dire 24 juillet. C'est un événement qui va durer 6 jours. Et donc, nous, à notre niveau, nous sommes prêts. Et nous sommes là aujourd'hui pour dire aux populations, parce que, il faut le rappeler, c'est un événement gratuit, puisque c'est une plateforme citoyenne. Nous ouvrons nos portes à tous ceux qui veulent bien connaître davantage ce qui se passe au Cameroun. Donc c'est gratuit. Nous attendons Monsieur Tout le Monde. Nous avons prévu dans le cadre des articulations, bien évidemment, des journées sectorielles, notamment la gouvernance sur l'économie numérique. On remet ces articulations. Alors avant, quelle démarcation faites-vous entre le SAGO en tant qu'organisation et le gouvernement en tant qu'institution? Oui, moi je pense que il n'y a pas une comparaison entre les deux. Le SAGO reste une plateforme et le gouvernement qui, dans son appareil, a toute une organisation, a toute une structure, à savoir le ministère chargé de la communication et le ministre chargé de la communication en est le porte-parole. Donc nous offrons uniquement une plateforme de communication au gouvernement. Vous savez, il y a déjà des plateformes traditionnelles, il y a déjà les canaux traditionnels de communication. Avant, c'était les conférences de presse aujourd'hui. Mais nous apportons une autre façon de communiquer, c'est-à-dire apporter une autre technique, à savoir l'événementiel, pour dire au public, aux politiques, que vous pouvez également communiquer à travers l'événementiel. Tout simplement parce que c'est une plateforme qui vous met directement en contact avec la cible. Vous savez, le problème avec les médias, entre guillemets, c'est que lorsque vous organisez, par exemple, une conférence de presse, chaque média a sa ligne éditoriale. Et généralement, on se retrouve avec une information déformée. Si vous avez, vous, le gouvernement, désormais une plateforme qui vous permet directement d'informer les populations, de répondre à leurs préoccupations, mais davantage aussi de prendre en compte leurs suggestions. Et quels sont vos rapports avec le gouvernement dans la conduite de ce projet, le SAGO, depuis 7 ans déjà? Oui, il faut dire que le gouvernement, il faut l'avouer, le gouvernement nous accompagne parce que depuis pratiquement 5 ans, nos activités sont suivies par la plus haute personnalité de ce pays qui, à chaque édition, nous a toujours accordé un appui spécial pour l'organisation de cet événement. Et au terme de chaque SAGO, nous recevons les lettres de félicitations du président de la République. Maintenant, le gouvernement lui-même nous accompagne. Vous avez, lorsque vous tenez par exemple une manifestation et qu'on vous donne l'autorisation, ça prouve que vous avez le quitus au-delà de toute la mobilisation qui est tout autour de cet événement à travers les participations de ces administrations. J'annonce d'ailleurs cette année l'entrée des administrations qui n'ont pas l'habitude de communiquer. Vous avez par exemple le ministère délégué à la présidence chargé du contrôle supérieur de l'État qui est impliqué au SAGO. Vous avez les ministères comme le ministère des marchés pour tous dépend de la présidence, vous avez donc évoqué ces différentes articulations du SAGO. Quelle sera donc la principale innovation cette année 2018? Merci. La principale innovation réside dans le cadre des journées sectorielles que nous allons organiser. J'essayais d'évoquer tout à l'heure des sectoriels sur, par exemple, la gouvernance, sur les TIC, sur l'économie et bien d'autres secteurs, en tout cas tous les secteurs d'activité. Donc, le premier jour du SAGO, nous allons commencer par la gouvernance. Le deuxième jour, nous allons enchaîner par le secteur agro-pastoral, ainsi de suite. Donc, c'est vraiment des journées à thème pour que le visiteur, en rentrant sur le site du SAGO le matin, ressorte avec tout ce qu'il veut ou alors toutes les informations qu'il souhaitera avoir sur les politiques publiques sectorielles au Cameroun. Merci Asiga Eyene d'être venu ce soir. Merci également, c'est moi qui vous remercie et j'invite également tous ceux qui nous regardent à bien vouloir participer à cette 7e édition
qui est une édition spéciale parce que actualité oblige. C'est une édition qui se tient la veille d'une élection présidentielle. Nous parlons des politiques publiques. Nous invitons donc les populations à venir interroger les gouvernants sur les politiques publiques, mais davantage aussi à faire des suggestions au gouvernement, parce que c'est bien de critiquer, mais c'est aussi bien de faire des propositions. Et croyez-moi, beaucoup de membres du gouvernement m'ont rassuré qu'ils seront là pour échanger avec vous, pour prendre vos contributions. Je vous remercie, madame. Merci, mesdames et messieurs. C'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci pour votre aimable attention et passez d'agréables moments en compagnie de nos programmes.